Bonsoir à toutes et à tous. Donc on peut commencer le deuxième acte de cette journée d'inauguration du projet Les pièces de la forêt. Je dis projet parce que c'est bien plus qu'une exposition, c'est un atelier, ça sera une série de visites, d'ateliers pédagogiques, donc c'est vraiment un projet pour nous extrêmement complexe. Donc je suis ravi de vous voir si nombreux ce soir chez nous à Arc-en-Rêve. Je vais un peu introduire le format de cette soirée, vous donner 2 ou 3 informations pour après passer la parole aux différents intervenants de ce soir. Alors, en réalité, ma présentation, c'est plutôt une longue liste de remerciements parce qu'un projet de cette ambition et complexité est possible seulement quand il y a une mobilisation de plusieurs intelligences, plusieurs institutions, plusieurs portefeuilles aussi, il ne faut pas le nier. Mais le premier remerciement est dirigé au commissaire de cette exposition, donc le Naringa Forest Architecture, qui est un collectif formé par 3 personnes qui sont ici avec nous, Jurga, Jonas et Egia, qui ont différents rôles, fonctions. Selon les jours, ils sont plus artistes ou plus architectes, plus chercheurs, plus commissaires, c'est très variable. Et c'est avec eux qu'on a réalisé ce projet. Et un autre grand merci, je ne vais pas citer chacun de mes collègues d'Arc-en-Rêve, à l'équipe d'Arc-en-Rêve, qui a collaboré, qui a eu énormément de plaisir à apprendre, à travailler ensemble, nos commissaires, je dirais, dans une relation de dialogue extrêmement enrichissante, sûrement pour nous, mais j'espère aussi pour vous, qui arrivez de si loin. Et peut-être brièvement, je vous raconte un peu comment s'est réalisé ce projet. Donc, en mai 2023, un groupe du personnel d'Arc-en-Rêve, comme c'est un peu la coutume, s'est rendu au vernissage de la Biennale d'architecture de Venise, où on avait reçu 2 informations. Une, faites attention, l'année prochaine, ça sera l'année de la Lituanie en France. Et nous avons fréquemment collaboré dans le passé avec l'Institut français qui porte ce type de projet. Donc nous avons collaboré pour l'année de l'Afrique, l'année du Portugal. Donc c'était la Lituanie la prochaine. Et un autre petit message, passez voir le pavillon lituanien, c'est assez spectaculaire, c'est assez original. Vous allez rencontrer des gens très bien. Et vous allez voir une installation qui est un peu déroutante par rapport à ce que normalement on trouve dans une biennale d'architecture. Ça a été le cas. C'était le moment où on s'est croisés donc à Venise. Et on s'est dit ça serait vraiment intéressant de ramener vers Bordeaux, pas exactement ceux qui étaient présents à Venise, parce que c'est un travail dont vous avez quelques fragments dans l'exposition consacrée à 2 forêts, une en Finlande et une en Lituanie, mais plutôt l'approche, l'attitude, la méthodologie que ce groupe de chercheurs, d'artistes, d'architectes, avait porté sur ces contextes. Et on s'était dit, la situation qui nous entoure ici à Bordeaux, celle des forêts, de la forêt des Landes de Gascogne, a des éléments similaires, évidemment des différences bien sûr, mais des éléments de familiarité avec ce qu'eux avaient trouvé dans leur démarche. Et il aurait été très intéressant de les forcer à découvrir des contextes qui leur sont nouveaux, mais aussi, nous, d'une manière très cynique, on en a profité en apprenant nous-mêmes aussi à regarder différemment ce qui nous entoure. Donc le résultat, vous l'avez peut-être quelqu'un de vous déjà visité lors des visites qui ont démarré à 17h, et un espace qui est conçu comme une invitation à découvrir les forêts. Donc à travers, avant tout, l'idée de manipuler, les visiteurs sont invités à toucher, à faire des choses qui n'est pas fréquentes toujours dans les galeries, dans les musées, et à comprendre de comment les objets qui nous entourent, qui parfois sont dans notre quotidienneté, sont issus d'une complexité de production, de modes de vie, de pratiques, de registres qui sont superposés dans ce qu'on appelle le triangle de la forêt des Landes de Gascogne, qui est effectivement un territoire assez unique, assez particulier, beaucoup plus artificiel de ce qu'on l'imagine, qui fait partie de notre vie quotidienne, je dirais, pour beaucoup de nous. Donc, merci beaucoup pour avoir participé à ce projet, pour l'avoir proposé, pour nous avoir stimulé fréquemment à aller plus loin dans les démarches qui étaient possibles. Et ce projet, comme je vous disais, suivez-nous sur Internet, sur notre site, se traduira dans beaucoup plus d'activités dans les mois qui viennent, quand il fera légèrement plus chaud, surtout avec des incursions dans les différents lieux qui alimentent le contenu de cette exposition. Ça nous permet aussi à Arc-en-Rêve de retracer quelques lignes que nous aimons cultiver. Donc, en 2021, l'exposition Arboretum avait présenté le concept assez simple que les arbres sont des architectures, en identifiant 28 cas d'études d'architecture liées aux arbres. Une exposition qui est en train de faire le tour du monde. Elle est couramment installée à Taïwan, dans la ville de Tainan. Probablement, elle va continuer à voyager. Et aussi, ça nous permet de continuer à porter notre regard sur notre contexte à travers, disons, une méthodologie qu'on peut dire très arc-en-rêvienne, qui est celle de dire il y a des regards, des expertises, des savoir-faire qui viennent d'ailleurs,
qui parfois sont concentrées sur des conditions de ailleurs. Aujourd'hui, c'est des conditions d'ici, et qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, l'exposition juste avant celle-ci, qui était dédiée à la transformation de carrières de pierre en Chine de l'architecte Xu Tiantian, par exemple, nous a permis de réaliser une série d'activités dans les carrières de pierre abandonnées en Gironde. Donc, ici, à Courrèves, pour nous, c'est vraiment un lieu de brassage où des pratiques architecturales qui sont peut-être issues d'autres contextes nous permettent de mieux appréhender et comprendre les modes de vie qui nous entourent. Et vice-versa, dans des autres occasions, ça sera le cas le 20 février 2025 avec l'exposition de nouvelle saison. Les pratiques de réflexion sur le territoire de Bordeaux et de la Gironde seront portées à l'attention internationale parce que nous croyons aussi que ce qui est fait ici est extrêmement valable. Donc je termine avec ce petit chapeau pour dire que, vu que nos invités sont très originaux, ils ont aussi proposé d'acter ce soir d'une manière un peu différente que d'habitude. Pour ceux d'entre vous qui sont des fréquentateurs de nos vernissages, vous savez que généralement, un vernissage à Courrèves implique aussi une conférence, soit du commissaire, soit de l'architecte invité. Et ce soir, Jurg, Jonas et Guillaume ne vont pas parler. Enfin, après, oui, mais pas tout de suite. Ils nous ont dit, mais plutôt invitons quelqu'un spécialiste, quelqu'un qui va raconter autant le passé du territoire qui nous entoure et autant quelques perspectives sereines ou moins sereines, on va le savoir assez vite, du futur devant nous. Et donc, ils vont, d'une manière très gracieuse, qui correspond à leur attitude, céder gracieusement l'estrade à nos invités. Donc, avant de vous parler de nos invités, des remerciements. Donc, dans les feuillets qui circulent, il y a beaucoup de productions écrites en papier. Pour l'instant, c'est du papier d'ailleurs qui a été produit par les Pins des Landes. Il y a 28 structures, je ne vais pas les mentionner maintenant, à remercier. Donc, c'est tous ceux qui ont accueilli avec grande générosité, grande courtoisie, qui ont ouvert les portes de leur entreprise, qui ont changé d'horaire pour recevoir l'équipe d'Art Courrèves et nos commissaires, dispersés sur un territoire assez vaste. Donc il y a 28, ce projet s'est fait grâce à 28 structures. En particulier, je tiens à remercier aussi ceux qui ont déboursé du papier en format de banquenote. Donc c'est la Caisse des dépôts qui a financé ce projet grâce à un appel à projet spécifique. La saison de Lituanie, dont ce projet est inscrit, je crois que d'ailleurs c'est la dernière initiative de la saison. Et donc il faut remercier l'Institut français, le gouvernement de la République de Lituanie et l'Institut culturel lituanien. Et aussi, on tient à remercier Villa Volmont, que si vous ne connaissez pas, est une résidence pour écrivains à Lormont, qui a permis d'héberger durant une des différentes périodes de résidence nos invités. Donc maintenant, je demanderai à Jurg, à Jonas et Guilla de descendre de l'estrade. Ils vont y remonter pour la période de questions-réponses à la suite de la présentation. Et je vais brièvement vous dire deux mots sur nos deux invités de ce soir. Invités qui donc ont été fortement conseillés par nos commissaires et discutés. Donc il s'agira de deux présentations consécutives suivies d'une période de questions-réponses ouverte au public. Donc nous avons avec nous ce soir Jacques Sargos, qui est historien, éditeur. On m'a dit expert en art parce que c'est peut-être le thème qui permet mieux d'inclure le fait que vous êtes collectionneur, écrivain, critique, marchand peut-être, si je ne me trompe pas. J'assume. Et surtout, qui est depuis plusieurs générations un habitant des Landes, donc très attaché à la forêt. Donc sa famille est établie dans le pays de Borne, entre Biscarrosse et Lévignan. Votre grand-père, Roger Sargos, est une figure importante de la civiculture française. Et vous avez un volume à côté de vous qui est une de vos multiples facettes d'activité. Ce n'est pas la seule, mais ici, ce soir, on vous invite plutôt pour cette raison, qui est le livre « Histoire de la forêt landaise, du désert à l'âge d'or ». Donc avec lui, nous allons mieux comprendre quelles sont l'histoire ou les histoires qui sont sous-jacentes au contenu que vous avez eu dans l'expo. Et nous avons avec nous ce soir Arnaud Sergent, qui est chercheur en sciences politiques à l'INRAE de Bordeaux, au sein de l'unité de recherche ETTIS. Ah, les Français adorent les acronymes, vous savez, qui veut dire environnement, territoire en transition, infrastructure, société. Et ces travaux regardent d'une manière assez intéressante à la forêt comme un sujet politique. Donc évidemment, on a vocation à imaginer des plantes, des arbres comme un sujet inerte. Et en réalité, à travers son travail, on comprend beaucoup mieux comment il s'agit d'un sujet politique qui est traversé, animé par des choix, des décisions. Et on va peut-être aussi comprendre quels sont les choix, quelles sont les décisions, quelles sont les formes de résistance ou adaptation, mitigation par rapport aux grands défis qui sont en face de nous en raison de la crise climatique et pas seulement de celle-là, aussi de grands changements globaux. Donc je ne sais
pas qui de vous prendra la parole, donc c'est M. Sargos. Merci beaucoup et je vous invite à applaudir nos commissaires que pourraient peut-être se... et nos invités. Alors d'abord, pardonnez-moi parce que je n'ai rien préparé. Je suis venu en hâte de Paris. Je crois que c'est une sorte de table ronde où je pourrais me cacher dans un coin. Je me retrouve devant vous et j'espère que j'arriverai à vous dire quelque chose de sensé. Et déjà, justement, pour rester dans le sensé, pour ce qui est de prédire l'avenir, je compte sur vous. Parce que, comme disait Alphonse Allais, il est déjà assez difficile de prédire le passé. Et notamment, pour ce qui concerne le passé des Landes, on a eu l'impression que on a appris les générations précédentes, celles de nos grands-parents, arrière-grands-parents, ont appris que c'était quelque chose d'extrêmement simple. En gros, les dunes ont été boisées pour fixer les sables sous Napoléon Ier grâce à Brémontier, un inspecteur des eaux et forêts. Et ensuite, c'est un monsieur Chambrelan qui, sous le Second Empire, a été suggéré à Napoléon III de faire voter une loi qui a permis de boiser l'ensemble du désert landais qui, comme chacun sait à l'époque, était une sorte de Sahara de la France, l'expression est de Théophile Gautier, ou éventuellement de steppe du Kamtchatka, que l'on voyait une sorte de Tartarie humide pendant l'hiver et de steppe saharienne pendant la saison chaude, et où évidemment, comme il n'y avait que des lagunes, des trous, des fossés, des marais, les habitants, qui étaient des sortes de primitifs vêtus de peau de bête, ne pouvaient se déplacer que sur des échasses. Voilà, ils avaient quand même eu l'intelligence de trouver des échasses. C'est au moins la seule invention dont on pouvait les créditer. Pour le reste, les textes sont absolument innombrables, disant que c'était en gros, que je vais vous la faire courte, que le landais est la créature intermédiaire tant cherchée entre l'homme et le singe. D'ailleurs, vraisemblablement plus proche du singe, car quand certains savants, sous les restaurations, remarquaient les landais qui étaient extrêmement habiles pour monter sur des échelles et pour résiner les arbres en hauteur, eh bien, ils étaient à imaginer que les Landais partageaient avec les chimpanzés ou d'autres grands singes le fait d'être des quadrumanes et qu'ils étaient une étape importante dans l'évolution. Bon, il n'empêchait que c'était une bande de miséreux, abondamment décrits par les plus hautes autorités administratives et les meilleurs auteurs, qu'il fallait d'urgence tirer de leur misère en les colonisant. C'est-à-dire qu'il fallait appliquer aux grandes steppes. Alors là, on entre complètement dans le politique, pas dans l'histoire locale, parce que l'histoire locale, évidemment, révèle tout autre chose. Mais quand on regarde les centaines, voire les milliers de textes, de pamphlets, de mémoires, de projets qui ont été pondus entre le XVIIIe siècle et le Second Empire, on s'aperçoit que l'idée de coloniser les Landes est une des idées les plus récurrentes, car à l'époque, les Landes semblaient une espèce d'endroits honteux, de grands déserts infâmes sur le vert manteau de la France. Il était urgent de réparer cette erreur par une action autoritaire et éventuellement aussi par une action coloniale. Et ça serait l'objet d'une autre conférence. Il y a eu d'innombrables projets pour aller peupler les Landes, alors évidemment de manière assez efficace, parce qu'il s'agissait quand on a la chance de tomber sur une sorte de terra incognita, de pays où il semble qu'il n'y ait jamais eu d'histoire et qu'il n'y ait pas aucune contrainte, une sorte de page blanche à écrire, eh bien, non seulement on a eu des utopies agricoles, industrielles, etc., mais on a eu aussi, de grands projets de régénération de l'humanité, en introduisant en quelque sorte des colonies modèles faites selon les auteurs, de bagnards, d'indigents, d'enfants trouvés, de rosières à marier, d'orphelins, etc. Et tout ce monde-là que l'on aurait en quelque sorte rééduqué, dont on aurait fait une humanité nouvelle, en même temps en cultivant cet infâme désert landais et au passage en enrichissant quelques-uns. Alors tout ça vous paraîtra peut-être complètement farfelu, mais je vous invite ou à lire mon livre qui malheureusement n'est plus disponible, ou à aller dans les différentes bibliothèques pour regarder les livres parus sur Bordeaux sur les Landes dans les années 1820-1830, et vous serez absolument horrifié par, d'une part, la manière dont on parlait des crétins landais, et d'autre part,
par des plans, je dirais, de création d'une humanité nouvelle qui ressemble fort, qui aurait ressemblé fort, si ça avait pu aboutir, à ce qu'on a fait de pire au XXe siècle. Alors, ça, c'était une mise en bouche, parce que derrière ce rideau d'illusions et parfois d'idiotie, l'histoire landaise est extrêmement, extrêmement complexe. Et on peut dire que les Landes, c'est à la fois un vieux pays qui... enfin, on sait très bien que l'histoire des Landes, je ne parle évidemment pas du département, remonte au minimum à l'époque gallo-romaine, et certainement bien avant, et que d'ailleurs ceux qui ont été à Sanguinet et ont pu visiter le petit musée savent que déjà on récoltait la poix et que déjà on vendait des produits résineux sous les Romains, et d'ailleurs Ozone en a parlé dans sa correspondance. Donc nous sommes face à une histoire millénaire et un pays complexe, et je dirais, et non seulement un pays complexe, mais un ensemble de pays. Parce que déjà quand on parle des Landes, alors déjà, les Landes, c'est une sorte de... On parlait du triangle des Landes, c'est une région géographique, vous en parlerez certainement bien mieux que moi, mais où il y a un véritable déterminisme par le sol, par la géographie. Alors là, je voudrais pas qu'on me tape sur les doigts en disant n'importe quoi, mais enfin, le réseau hydrographique était extrêmement faible. C'était un sol récent, un sol de sable qui s'était formé au Quaternaire. Et en fait, il était très mal drainé parce que c'était, les rivières et les cours d'eau étaient relativement jeunes. Et du coup, le plateau landais, c'est-à-dire entre les interfluves, entre deux cours d'eau, les gigantesques espaces de ce plateau landais étaient extrêmement mal drainés. Ça, c'est un fait. À côté de ça, le sol était du sable, ou du sable presque pur. C'était un sol qui était extrêmement pauvre, et il ne pouvait produire des cultures qu'à force d'être engraissé. Et quel était l'engrais? L'engrais, c'était le fumier des moutons. Et pour arriver, comment dire, à faire des cultures vivrières sur ce sol qui était en plus extrêmement peu productive, parce qu'on y cultivait globalement que du seigle, du millet, plus tard du maïs, mais par exemple, ce n'était pas une terre à blé. Alors, soit dit en passant, le raisonnement de grands administrateurs comme le baron d'Auxèze, qui était préfet de la Gironde et des Landes sous la Restauration, c'était que si ce pays n'est pas cultivé, c'est que les gens sont trop bêtes et trop idiots pour le cultiver, qui n'ont pas encore été gagnés par le progrès. En fait, il se trouve que les idiots, c'était ces hauts fonctionnaires et ces théoriciens, parce qu'ils n'avaient absolument rien compris au système agropastoral landais, qui était donc un équilibre entre une petite portion de champs, des petites superficies de champs, et de très grandes superficies de landes pastorales, qui servaient à entretenir les moutons. Et les moutons, ensuite, dans les bergeries, pouvaient engraisser la litière, qui était les herbes, la bruyère, etc., coupées sur la lande, et qui permettait de fumer les champs. Mais il faut savoir que du coup, le rapport entre les landes pastorales et les terres cultivées, ce rapport était de 1 à 20, 1 à 30, 1 à 40. Il fallait beaucoup, beaucoup de landes pour peu de champs, pour peu de cultures vivrières. Évidemment, alors à côté de ça, il y avait un outsider, un complément, qui était la forêt. Car la forêt de pin, elle est arrivée extrêmement tôt. D'abord, le pin est quasiment natif dans la région. J'entends parfois encore dire que c'est Brémontier ou Chambrelan qui ont introduit le pin maritime dans les Landes, ce qui est une aberration complète, puisqu'en réalité, il suffit de regarder même des cartes anciennes. Vous avez les cartes du XVIIe, du XVIIIe siècle, qui indiquent des îlots de pin extrêmement importants, qui étaient dans des régions naturellement drainées, à savoir soit le bord des rivières ou des gros ruisseaux. L'exemple type est par exemple le bord de la Leyre, qui était absolument couvert de pin et qui était déjà à l'état natif. Et puis également les vieilles dunes, parce que, comme vous pouvez savoir, il y a eu au moins 2 générations de dunes, et les dunes les plus anciennes, qui ont été recouvertes à partir de, on pense, la fin du Moyen-Âge ou quelque chose comme ça, par des dunes modernes, qui étaient
purement du sable. Les dunes anciennes, elles, étaient boisées depuis l'Antiquité. C'est d'ailleurs là que les Boyens, les gens de Sanguinet, du Bas-Arcachon, etc., récoltaient leur poids. Les dunes anciennes, donc, étaient boisées et on les appelait des montagnes. Alors, non qu'elles fussent spécialement élevées, mais néanmoins, c'était l'appellation locale. Et les montagnes, vous en aviez qui étaient... Alors, il y en a encore qui existent et qui sont fort connues, comme par exemple ce qu'on appelle la montagne de la Teste, qui est aujourd'hui beaucoup plus connue sous le nom de forêt usagère de la Teste. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de forêt usagère ? Eh bien, on parle de forêt usagère parce que, dès le Moyen-Âge, il a fallu que cette forêt soit régie par des usages, car il y avait à la fois des gens qui étaient ayant pain et des gens qui étaient non ayant pain. Les ayant pain étaient ceux qui les privilégiés ou ceux qui avaient réussi d'une manière ou d'une autre à s'approprier les parcelles de pin de la forêt de la Teste. Donc en gros, c'était les plus fortunés. Mais néanmoins, ils n'avaient pas la totale disposition de leur propriété, de leur part de forêt, pour la bonne raison que tous les habitants n'auraient pas pu vivre s'ils n'avaient pas eu des droits d'usage dans la forêt de la Teste, dont par exemple le droit du couper du bois mort et de temps en temps du bois vif pour construire des maisons ou des pinasses, etc., qui était un droit indispensable à la survie des communautés locales. Car il faut savoir que, encore une fois, pour les commentateurs de l'extérieur, on était des sauvages, donc nous n'avions ni loi, ni droit, ni religion, ce qui a été, encore une fois, je vous invite à vérifier tout ce que je dis. Vous trouverez des centaines de textes qui le disent. Alors que ce pays était couvert d'églises, mais aller sur place pour vérifier, c'était une autre affaire. Donc, en fait, l'ensemble des pays landais était régi par le droit, et en plus par un droit coutumier qui n'était le même nulle part, y compris dans les Landes, où vous aviez quantité de régimes juridiques différents. Voilà. Et l'une des conséquences de cette multiplicité de régimes juridiques, d'abord, tout ça plonge dans le Moyen-Âge. Je dirais, pour comprendre ce pays, il fallait quasiment comprendre le droit féodal. Et pour revenir à la forêt de la Teste, vous aviez donc des ayants pain, des non-ayants pain, et un régime juridique très complexe où personne, en fait, n'était réellement propriétaire. C'est comme s'il y avait des gens qui étaient à moitié propriétaires, des gens qui étaient usufruitiers ou à moitié usufruitiers, et en gros, pour résumer, des procès pendant 3 siècles, voire même peut-être encore aujourd'hui. Voilà. De la même manière, pour rester sur la Teste et sur les bords du bassin d'Arcachon, c'est un endroit, enfin c'est un lieu où... Alors d'abord, disons une chose, c'est que pour moi, les limites départementales ne comptent pas, elles sont récentes, elles datent de la Révolution, et le bassin d'Arcachon et le pays de Buc qui l'entoure, c'est vraiment l'un des cœurs des Landes. C'est l'un des poumons des Landes, c'est une des régions essentielles pour comprendre l'histoire de ce pays. Mais il y en a d'autres. Et d'autre part encore, j'insiste sur le fait que dans les Landes, quand on regarde de près, quand on regarde de loin, c'est des pins partout et du sable, quand on regarde de près, rien ne se ressemble. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs la différence entre les architectures d'un bout à l'autre du massif landais. Ce ne sont pas les mêmes. L'architecture du littoral n'est pas l'architecture du Basadé, la Grande Lande, etc. Donc c'est un pays... Les Landes, en réalité, c'est une mosaïque. Et en plus, sous l'Ancien Régime, c'était une mosaïque de régimes juridiques différents et également d'emplacements différents. Parce que, par exemple, selon qu'une région des Landes était proche d'une rivière ou au contraire dans un endroit je veux dire, où il y avait très peu de zones naturellement drainées, selon qu'elle était au cœur du désert landais, sans communication, ou qu'elle était simplement à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres d'une grande ville, d'un grand foyer urbain, eh bien, tout changeait. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est ça qui est une véritable complexité pour l'historien quand on essaie de surmonter le simplisme des visions postérieures. Alors, pour revenir encore au pays de Buc et à Arcachon, il y avait à la fin du XVIIIe siècle un captal de Buc, monsieur de Rua, qui, comme d'ailleurs ses voisins, était quelqu'un qui possédait de gigantesques quantités de landes, parce qu'à l'époque, on possédait des seigneuries, on ne possédait pas des propriétés, on possédait des seigneuries. Enfin, les plus privilégiés possédaient des seigneuries, qu'ils géraient d'ailleurs comme des hommes d'affaires.
Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on était il ne faut pas croire que ceux qui étaient les seigneurs dans les Landes, c'était du genre Don Quichotte à lire des romans de chevalerie. C'était souvent des gens qui venaient du Parlement de Bordeaux, qui étaient parfois d'anciens bourgeois qui s'étaient anoblis, qui avaient le sens des affaires et qui cherchaient à valoriser les investissements fonciers qu'ils avaient faits dans des seigneuries. Et des seigneuries comme le Captalat de Buch, de M. de Rua, ou le Captalat de Certes, voisin, le domaine de Certes, comptaient des milliers ou des dizaines de milliers d'hectares. Et des milliers d'hectares et des dizaines de milliers d'hectares, mais de landes, de pâturages, qui étaient bloqués par les droits d'usage dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y avait non seulement des droits d'usage dans les vieilles forêts, mais qui n'étaient pas la plus grosse part de ces seigneuries, c'était des droits d'usage dans les landes, tout simplement pour pouvoir entretenir les parcours pastoraux, pour pouvoir faire vivre l'élevage, pour couper la bruyère pour ce qu'on appelait le soutrage, c'est-à-dire la litière des moutons. Donc, les habitants avaient des droits d'usage. Et il y avait une antinomie, et c'est là qu'on arrive dans le social et le politique, qui a traversé toute l'histoire landaise depuis au moins le XVIIe siècle. Cette antinomie, c'était la suivante. C'est que Grantin, dans le pays, on savait comment, en gros, on savait comment faire fructifier cette terre extrêmement pauvre. Il fallait planter des pins. Je le dirai tout à l'heure, si j'en ai le temps. Ça, on le savait depuis facilement le Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Planter des pins, vous nous l'expliquerez certainement, mais on en trouve déjà l'explication dans des manuels d'agronomie du XVIIIe siècle. C'était le moyen le plus sûr d'enrichir des terres pauvres à relativement peu de frais. Et ça, on le savait depuis assez longtemps. On le savait d'ailleurs depuis tellement longtemps que vous avez des régions comme le Marensin, qui lui aussi était un pays où il y avait des montagnes sur le littoral, mais des montagnes dont aujourd'hui on ne parle pas parce qu'il n'y avait pas les mêmes problèmes sociologiques que dans la forêt de la Teste. Le Marensin, qui était un berceau de la forêt landaise, ne serait-ce que par sa proximité avec Bayonne, qui était un grand port, et un port qui commerçait avec l'Espagne au moment où l'Espagne était une grande puissance coloniale et maritime, c'est-à-dire l'époque de Charles Quint, en gros, et le XVIe siècle. Et le port de Bayonne travaillait beaucoup avec l'Espagne, et on exportait par Bayonne beaucoup de produits issus de la résine, et produits issus de la résine, produits résineux, pardon, notamment un produit qui s'appelait le brai gras. Et le brai gras avait une fonction très importante qui était de calfater les bateaux. Et ça, évidemment, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'était un produit extrêmement important, parce qu'il n'y avait pas tant que ça de forêts de résineux pour produire ce brai gras, ou pour produire du goudron ou des produits analogues au goudron, qui étaient indispensables à la marine, parce qu'avec le goudron également, on pouvait enduire des cordages. Et c'était aussi extrêmement important. C'est pour ça, excusez-moi, je passe mon temps à ouvrir des parenthèses et des tiroirs, j'espère que j'arriverai à retrouver le fil de ma conversation, mais pour parler du goudron, il faut savoir, et là encore c'est politique, qu'au XVIIe siècle, Colbert, dont on sait qu'il a engagé une très grande réforme des forêts en France, ne serait-ce que pour approvisionner la marine, qu'il a voulu aussi reconstruire, Colbert a fait venir des ingénieurs de la Baltique, des Suédois, pour produire du goudron, pour créer une manufacture de goudron dans les Landes, à commencer par la forêt usagère de la Teste, où on a installé la première manufacture de goudron au XVIIe siècle. Et ça, c'était pour produire ce que l'on appelait des munitions navales. Alors là, j'ouvre encore un tiroir pour vous dire que d'une part, grâce à ce genre d'industrie, la forêt, c'est dans certaines régions, notamment les régions où la communication était le plus facile, avec les grands foyers urbains, la forêt s'était développée très tôt. Et au XVIIIe siècle, il y a déjà tellement de forêts de pins et de forêts qui ont été créées, qui ont été plantées, je veux dire, par la main de l'homme, qui ne sont pas il y a des forêts naturelles à la base, mais rapidement les forêts naturelles ne suffisent plus, et il faut créer des forêts aux dépens de la lande. On conquiert des territoires en lande pour les transformer en forêts, pour les boiser. Eh bien, au milieu du XVIIIe siècle, il y a un grand incendie qui se déclare, je crois que c'est à l'Esperon, et qui va détruire 50 000 hectares de forêt. Mais on est au XVIIIe siècle, à une époque pour les instituteurs de la Troisième République, la forêt landaise n'existait pas. Donc, un incendie part dans un village, 50 000 hectares de détruits,
et les habitants condamnés à la famine. C'est quand même intéressant à savoir. Autre exemple que la forêt était déjà une activité très importante, c'est que quand, au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu quelques guerres, pas beaucoup de guerres, mais il y a eu quelques guerres, la guerre de 7 ans, la guerre d'indépendance des États-Unis, et chaque fois, il fallait empêcher les adversaires, les ennemis, de se procurer les fameuses munitions navales, c'est-à-dire le brai, le goudron, etc. Donc on suspendait, on interdisait les exportations. Et quand on interdisait les exportations, et là on a des centaines de documents, des plaintes, etc., aux archives des Landes ou de la Gironde, quand on interdisait les exportations, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité, il y a beaucoup de régions des Landes, comme par exemple le Marensin, qui s'étaient spécialisées dans la production forestière, qui vendaient leur bois, leurs planches, leurs résines, leurs goudrons, etc., contre des grains, contre des céréales, contre des produits nécessaires. Et si jamais ils ne pouvaient plus exporter, ben là également, c'était la misère et la famine. Donc déjà, on s'aperçoit d'une chose extrêmement importante, c'est que bien avant la Révolution, il s'était développé dans les Landes une économie spécialisée, et cette économie spécialisée, elle tient tout simplement à ce que c'était déjà la mondialisation. On était déjà dans un système de mondialisation, et voilà. Et je dirais le mythe de Landais, qui était de communauté landaise refermée sur elle-même, je dirais, n'est qu'à moitié vrai. D'ailleurs, un autre exemple, c'est que les Landais que l'on voyait le plus souvent, et qu'on voyait notamment sur les marchés urbains, on en voyait beaucoup à Bordeaux par exemple, c'était les charretiers. Il y avait des colonnes de chars qui sillonnaient la lande, qui sillonnaient le désert landais, et ils étaient très spectaculaires parce qu'ils avaient des chariots un peu archaïques, à 4 roues ou à 2 roues, qui étaient tirés par des bœufs. Les habitants, enfin les bouviers, comme d'ailleurs les bœufs eux-mêmes, étaient couverts de peau de mouton. Ils avaient, et c'est là que les voyageurs qui passaient en diligence et qui voyaient ces colonnes de chars et de charrettes avec leurs habitants sur échasse et en peau de mouton disaient « Mais mon Dieu, mais c'est des Tartares, quels sont ces sauvages ?» Et on les voyait ensuite, les gens de Bordeaux les voyaient une fois par semaine. Une fois par semaine, il y avait un énorme marché où des milliers de Landais portaient pour les vendre tous les produits du bois de la forêt, qui étaient non seulement des produits résineux, qui étaient non seulement du brai gras, etc., mais qui étaient aussi du charbon de bois, qui étaient des fagots, qui étaient du bois de chauffage, qui étaient des échalas, puisqu'en fait c'est avec des jeunes pins que je dirais que l'on soutenait les vignes. Et d'ailleurs, encore un tiroir que j'ouvre, excusez-moi, c'est qu'il y a une concomitance dans le Bordelais entre le développement de la vigne et le développement du vignoble, parce qu'on sait que le XVIIe siècle, c'est la naissance des grands vins à Bordeaux, entre le développement des vignobles et le développement de la forêt. D'une part, parce que il fallait produire des échalas, et la production d'échalas et également de bois pour palisser la vigne de traverse en quelque sorte, a été une industrie très importante qui a permis le développement technique de la vigne. Ça, c'est une première chose. Mais également parce que souvent, on s'aperçoit que les acteurs du boisement et les acteurs de la création des vignobles peuvent être les mêmes. Et ça, c'est extrêmement important, puisque, par exemple, les seigneurs de Aubryon étaient les Pontac, grande famille que peut-être beaucoup connaissent, puisque c'est les véritables créateurs des vins de Aubryon. Les Pontac avaient des seigneuries landaises, et les Pontac, dans leur seigneurie landaise au XVIIe siècle, encourageaient ce qu'on appelle leurs tenanciers, c'est-à-dire en gros les habitants du village, mais qui étaient des sujets du seigneur. Ils encourageaient leurs tenanciers à tout simplement à ensemencer des landes incultes. Ils leur concédaient, on appelait ça un bail à fief, ils leur baillaient une portion de territoire. Les tenanciers ensemençaient en pain, ils se chargeaient de tous les travaux. Ensuite, ils s'occupaient de l'entretien, de la récolte, etc. Et on partageait les bénéfices.
Et c'est pour ça que je vous parle d'une véritable noblesse d'affaires, une sorte de capitalisme rural qui était extrêmement important, d'abord sous l'Ancien Régime. Alors tout ça, c'est pour vous dire qu'en réalité, la forêt se mettait lentement en place sous l'Ancien Régime, mais évidemment, le marché n'était pas suffisant et je dirais le morceau, les Grandes Landes, c'est à peu près 1 million d'hectares, c'était quand même trop gros pour tout faire tout de suite. Et d'ailleurs, déjà, de temps en temps, il y avait des crises de surproduction. C'est-à-dire que de temps en temps, notamment quand je vous parlais de la période où on suspendait les exportations pour des raisons stratégiques, on était en surproduction, ça arrivait assez souvent. Donc en réalité, il n'y avait pas encore de place pour que l'ensemble du pays devienne une gigantesque forêt. Et puis il y avait quand même des problèmes techniques, il y avait quand même le problème du drainage du plateau landais central, à savoir le cœur, le noyau des Landes, qui étaient ces gigantesques superficies à l'état désertique. Ce n'était pas un véritable désert, puisque, comme je vous l'ai expliqué, non seulement il y avait des pasteurs, des éleveurs, etc., qui en avaient besoin pour leur culture, mais surtout, il ne fallait surtout pas vouloir y toucher, parce que sinon on se heurtait à de véritables révoltes rurales. On savait très bien dans les Landes quel morceau de désert était acquis. Quoi était acquis. Et je reviens maintenant au captal de Buc et au captal de Sèrte, qui, dès le XVIIIe siècle, ont voulu appeler des colons, parce qu'ils trouvaient effectivement que, il y avait des forêts et tout, mais ça n'allait pas très vite. Donc ils auraient voulu que tout ça se couvre de boisements, de cultures, pour que leur seigneurie produise beaucoup plus d'impôts, parce que c'était quasiment des impôts qu'ils prélevaient, beaucoup plus de revenus, etc. Donc ils se sont mis à appeler des investisseurs étrangers pour établir des colonies, et c'est comme ça que le captal de Buc a appelé un Suisse qui s'appelait Nézère. Ceux qui connaissent bien Arcachon connaissent la forêt Nézère, le rond-point Nézère, etc. Le nom est resté. Et Nézère, qui était un vaillant entrepreneur suisse, et protestant d'ailleurs, il a fallu des mesures pour accepter les protestants sur le sol français, Nézère a commencé à faire une espèce de véritable village. Il a introduit des colons, pour la plupart suisses, etc. Il a commencé par des utopies complètement délirantes, c'est-à-dire qu'il était convaincu qu'on allait planter du blé et faire des prairies très grasses pour élever des veaux et des vaches dans les Landes. Il a rapidement déchanté, il a perdu beaucoup d'argent pour commencer. Puis, il a quand même eu l'idée de planter des pins, parce que Nézère, en réalité, a planté une forêt de pins, déjà, ce qu'on ne sait quasiment pas. On a dit que Nézère avait été un pur utopiste, il a quand même eu l'idée de planter des pins sur quelques centaines d'hectares. Mais Nézère, surtout comme tous les gens qui ont tenté ces espèces de colonies dans les Landes, ils se sont heurtés à un gros problème, c'est les droits d'usage des habitants. Il faut savoir que quand même, effectivement, la forêt se développait, mais la forêt entrait en rivalité avec les cultures vivrières des habitants qui, quand même, pour beaucoup, il y avait une grosse classe, une grosse proportion des habitants qui étaient en gros des petits paysans, des petits propriétaires qui avaient absolument besoin des landes communes où nourrir leurs troupeaux, donc des landes qui soient soumises au droit d'usage. Et le grand problème des Landes, sous l'Ancien Régime et ensuite, c'est tout simplement que personne n'en avait la propriété entière. Le seigneur avait en quelque sorte le bien fond, mais il n'avait pas la disposition parce qu'il y avait des droits d'usage. Les habitants avaient les droits d'usage, mais il fallait toujours se battre et plaider contre le seigneur pour que lui ne fasse pas n'importe quoi de ses droits seigneuriaux. Et ça a été des dizaines et des dizaines de procès. On ne peut pas imaginer la complexité des problèmes juridiques dans les Landes pour la disposition des Landes. Et la Révolution a-t-elle véritablement mis de l'ordre dans cette affaire en expulsant les seigneurs? Pas entièrement. Pas entièrement parce qu'en fait, on a souvent dit que tous les communaux avaient été en quelque sorte nationalisés, que toutes les landes seigneuriales avaient été transformées en communaux et en quelque sorte pas nationalisées mais rendues propriété publique par la Révolution, mais ça n'a pas du tout été le cas. C'est qu'en réalité, les seigneurs qui pouvaient prouver qu'ils étaient réellement propriétaires de ces landes sont revenus sous la Restauration, on leur a restitué leurs landes, qui parfois se mesuraient en milliers d'hectares.
Mais en même temps, ces landes restaient grevées de droit d'usage. Donc, pendant quasiment 40 ou 50 ans, dans la première moitié du XIXe siècle, il y a encore eu des procès entre, d'une part, les communautés d'habitants devenues les municipalités, et d'autre part, les descendants des seigneurs, qui n'étaient plus seigneurs sur le plan du droit féodal, puisqu'il n'y avait plus de droit féodal, mais qui conservaient des droits très importants, et qu'il a fallu régler ces affaires, je dirais, devant les tribunaux. Et souvent, dans de nombreux cas, ça aboutissait à des compromis où on partageait. On faisait ce qu'on appelait des cantonnements. Par exemple, du côté des Landes du Bazadais, où on a assez souvent fait, ou dans des communes comme Socats, par exemple, ou Léognan. Là, en gros, disons, il y avait 5000 hectares de landes communales. La commune gardait les 2 tiers en pleine propriété, et le seigneur prenait un tiers en pleine propriété. Oui, mais un tiers en pleine propriété dans les années 1830-1840, pour planter des pins, ça fait des très grandes forêts. Et c'est ainsi qu'en réalité, il y a déjà, dès la première moitié du XIXe siècle, beaucoup de landes sont passées dans un domaine complètement privé pour être boisées, parce qu'avec la révolution industrielle, il y a eu un véritable boom de la demande en produits forestiers. À ce moment-là, il y avait une vraie demande. Il y a eu l'introduction des chemins de fer. Et on a commencé à résoudre ce genre de conflit. Et donc, peu à peu, au cours du XIXe siècle, la progression de la forêt est devenue régulière et très importante, accompagnant les besoins des industries, comme par exemple les forges, qui dévoraient énormément de charbon de bois, ou tout simplement les bateaux à vapeur qui existent à Bordeaux depuis 1818 sur la Gironde, et puis tous les besoins de grandes villes en plein développement ou d'une industrie qui se développait. La révolution industrielle a accompagné la progression de la forêt. Mais néanmoins, beaucoup trouvaient que ça n'allait pas très vite. Et c'est pour ça que, sous le Second Empire, on a forcé les choses. Second Empire, régime autoritaire, comme on sait. La loi de 1857, Napoléon III en plus était économiste assez éminent d'ailleurs. Quand on est dans Paris, on a quand même une grande admiration pour Napoléon III. Le seul problème, c'est que sur le plan militaire, il s'est pris pour son oncle. Mais en dehors de ça, c'était quand même, je dirais, un grand gestionnaire. Et c'était quelqu'un qui était passionné par l'agriculture et par la sylviculture, au point que lui-même, d'ailleurs, a acheté une dizaine de milliers d'hectares au cœur des Landes, du côté de Sabre, pour faire un domaine impérial sur sa cassette personnelle, qui était un domaine modèle, qui d'ailleurs n'a pas été confisqué après 1870, puisqu'il est revenu à l'impératrice Eugénie, qu'il a vendu au début du XXe siècle. Donc la fameuse loi de 1857, qui a obligé les communes à boiser dans un délai très court leurs communaux, et qui était un véritable bouleversement sociopolitique, puisque malgré tout, ça a complètement ébranlé la vieille société rurale landaise, et que ça a commencé à créer dans certains endroits beaucoup d'émigration, tout simplement, beaucoup d'exode rural. Ça a été un bouleversement dont on a relativement peu parlé, on a même étouffé, puisque le Second Empire qui par ailleurs, les ingénieurs des ponts et chaussées sous le Second Empire ont fait un travail absolument remarquable au niveau de la création de routes, les routes agricoles, au niveau de l'assainissement des communes, et surtout les rapports que le service des ponts et chaussées a produit sur la géographie, la géologie des Landes dans les années 1850 étaient sur un plan scientifique absolument remarquable. Donc, sur le plan technique et administratif, rien à dire. En revanche, sur le plan sociologique, on a complètement bouleversé le pays par une injonction autoritaire de planter les pins à marche forcée. Et là, il y a eu un véritable problème sociologique qui s'est traduit d'ailleurs par des révoltes au soir du Second Empire, où les habitants du pays ont détruit par le feu, par des incendies volontaires, des dizaines de milliers d'hectares de forêt nouvellement plantés. Enfin, il y aurait énormément de choses à dire, j'ai déjà trop parlé. Je vais simplement finir par souligner d'abord qu'il y a deux choses qui marchent ensemble. C'est d'une part, je dirais, l'histoire du pays profond, où on connaît la sylviculture, on connaît, je dirais,
on sait ce que c'est que de planter des pins et de gagner des revenus avec des pins depuis... Moi, j'ai trouvé le nom du premier sylviculteur landais connu, qui est un petit seigneur du Marensin, qui s'appelait Jean de Moléon, qui a été appelé par François Ier à Fontainebleau pour planter des pins dans un jardin qui s'est appelé le Jardin des Pins, qui était célébré par Ronsard, et où les pins ont tenu quelques dizaines d'années. Bon, il faisait un peu froid là-bas pour eux, mais néanmoins, et même Ronsard a célébré les pins landais créés dans le Jardin du Roi à Fontainebleau. Et là, j'ai un jour, à mon grand étonnement, tout à fait par hasard, trouvé tout simplement les congés, les paiements, etc., les contrats adressés à ce petit seigneur et à ces paysans gascons qui sont venus chez le roi pour montrer comment on plantait les pins. Et là, on est en 1530. Donc, si vous voulez, il y a d'une part le pays profond qui évolue, qui a sa propre logique, sa propre économie, mais qui évolue, je dirais, dans un rapport complexe entre les contraintes du terroir, les contraintes extérieures comme les transports, la demande extérieure, etc., et puis les questions juridiques, les questions de propriété et tout. Donc tout ça, mais c'est l'évolution progressive du pays vers un système forestier, et à côté de ça, l'action politique qui était extrêmement importante dans les Landes, car à tout moment, depuis le XVIIIe siècle, eh bien, il y a des gens haut placés qui ont dit tout ça, c'est trop long, c'est trop lent. Dans ce pays, ils n'ont rien compris, ils sont routiniers. Il faut une opération d'envergure pour créer une forêt à grande échelle. Et c'est là que je vais finir en vous disant que je suis très content de parler dans cet endroit, les Anthropolénés, non pas en tant que musée d'art contemporain, qui est remarquable, mais en tant qu'Anthropolénés, qui ont été construits par un monsieur qui s'appelait Claude Deschamps. Claude Deschamps, qui est un très grand, à la fois un grand ingénieur, il était inspecteur des ponts et chaussées, c'est pas rien, sous Napoléon Ier et sous la Restauration. Et il était architecte aussi, comme tout bon ingénieur des ponts et chaussées. Il a construit donc... la Restauration est une époque de grand renouveau, de renaissance pour Bordeaux. Bordeaux a été véritablement saigné par les guerres de la Révolution et de l'Empire qui ont quasiment suspendu le commerce. Sous l'Empire, ceux qui profitaient le mieux, c'était ceux qui étaient corsaires. Autrement, c'était quand même très, très compliqué. Donc, mais après, avec la Restauration, ça a été la paix, ça a été la reprise du commerce, la reprise des grandes opérations maritimes, puisqu'on avait fait la paix avec l'Angleterre, les grandes opérations maritimes de conquête des océans. C'est à cette époque-là qu'il y a des marins bordelais qui font le tour du monde, qu'il y a des grosses entreprises maritimes qui sont affrétées par des amateurs bordelais. Et parmi ces armateurs bordelais, il y en a un qui est particulièrement audacieux et qui est un philanthrope par ailleurs, un grand financier, un philanthrope. Il s'appelle Balgueris Tutembert. Il va créer la Banque de Bordeaux. Il va trouver le moyen de relancer la construction du pont de Pierre, qui avait uniquement été commencé sous Napoléon Ier, mais ensuite on n'arrivait pas à maîtriser la technique pour ce pont. Et qui est-ce qui va construire le pont de Pierre? C'est Claude Deschamps. C'était l'un des plus grands chantiers publics européens à cette époque-là. Et ensuite, comme il fallait également rationaliser le port, eh bien, l'entrepôt des denrées coloniales, il était construit par le tandem Balgueris-Claude Deschamps, et ça a été, ce sont les Anthropolénés. Mais ce n'était pas le grand projet de Claude Deschamps. Le grand projet de Claude Deschamps, ça a été de transformer les Landes. Ça a été de créer un canal des Grandes Landes qui lui semblait le principal moyen de transformer ce pays. Il n'avait pas entièrement tort, c'est qu'avant tout dépendait d'un moyen de communication performant. Voilà, ça Claude Deschamps le savait très bien. Et c'est comme ça qu'en 1818, je crois, il arrive à faire venir sur le bassin d'Arcachon d'ailleurs, il organise une visite à laquelle participe d'abord le vicomte Lenné, grand personnage complètement oublié, malgré le nom des entrepôts, qui était ministre de l'Intérieur de Louis XVIII, qui était un des grands opposants à Napoléon Bonaparte, je ne suis pas très bonapartiste, hein, grand opposant à Napoléon Bonaparte et à sa tyrannie, grand avocat, grand écrivain, ami de Chateaubriand, landais,
qui a écrit des textes merveilleux dans sa correspondance sur les Landes, et donc qui était lui-même attaché à faire quelque chose des Landes. Et ils font venir également le duc de Richelieu. Non, évidemment, je parle d'un lointain neveu du cardinal. Je ne parle pas non plus je crois que c'était le petit-fils du débauché qui était gouverneur de Guyenne et qui avait construire le Grand Théâtre et qui était un grand libertin. Le duc de Richelieu, c'est un personnage éminent qui, pendant sa période d'émigration, avait tout simplement construit la ville d'Odessa, actuellement mise à mal d'ailleurs, mais il a été le grand urbaniste d'Odessa. Et quand il est revenu, il a été nommé Premier ministre par Louis XVIII. Et ensemble, ils décident de complètement rénover ce pays et de donner un grand coup d'envoi au canal des Grandes Landes. Alors je vous le dis parce que d'une part, ça montre qu'en 1818, au plus haut niveau, on pensait déjà à transformer les Landes, donc on n'a pas eu besoin d'attendre l'époque de Napoléon III pour ça. Et puis surtout parce qu'à ce moment-là, on a fait des progrès absolument... Enfin, on a fait, sous l'impulsion de Claude Deschamps, tout le service des ponts et chaussées s'y est mis, et on a fait une quantité d'études de terrain, on a envoyé des ingénieurs partout, faire tous les relevés possibles, etc., de telle manière qu'on a, aux archives départementales de la Gironde, je dirais des dizaines de cartons d'archives et de plans qui n'ont d'ailleurs été que très superficiellement explorés par moi, parce que sinon je crois que pas grand monde ne les avait ouverts. Et notamment, on peut par exemple y trouver des plans des Landes de Gascogne, à l'endroit où devait passer le canal, de Bordeaux à Bayonne, plans qui font à peu près 10 mètres de long. Vous y voyez quasiment le moindre fossé, la moindre parcelle de pin, le moindre champ. Vous avez des centaines de plans magnifiques. Vous avez, comment dire, des études techniques, économiques, etc. Ils savaient tout déjà sur la forêt de pin, etc. Ils savaient tout. Ils ont fait un travail colossal. Le projet est passé devant les chambres dans les années 1830. Ah. Je n'ai plus qu'une minute. Ah oui, d'accord. Alors, pardon, je suis en fait très bavard. Voilà. Et en fait, le projet de canal des Grandes Landes est passé au moment où est arrivé le chemin de fer. Et c'est le chemin de fer, le véritable moyen, le véritable instrument de la transformation des Landes. C'est bon ? Désolé, je vous ai pris tout votre temps. Non. C'est très politique, mais je n'ai pas fait exprès. Non, c'est très intéressant. Et vous avez déjà effectivement commencé à nous déconstruire deux a priori qu'on a beaucoup sur les Landes. Le fait que les Landes seraient nées d'un coup. Voilà. Vous avez expliqué que ce système du lien entre l'habité des Landes et le pin, et la forêt, mais le pin aussi, est une longue histoire. Et l'autre chose que vous avez aussi déconstruite, c'est cette idée que les Landes seraient un tout, un et unique. Et le fait que c'est quelque chose, un endroit très hétérogène. Alors, ils nous l'ont illustré en montrant l'hétérogénéité des essences, des pratiques, des modes de transformation. Je crois que c'était un petit peu un leitmotiv de votre présentation. Et votre travail, puisque ce bouquin-là est pour moi une Bible. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont eu la chance de l'avoir avant qu'apparemment il ne soit plus disponible. Mais non, mais c'est ce travail-là est très intéressant pour effectivement comprendre aussi la manière dont se jouait un assemblage complexe entre plein de pratiques différentes, et notamment en premier lieu l'agriculture, vous l'avez dit, et l'arbre. Et puis aussi avec la façon d'habiter ce territoire-là, et comment s'est joué des fois la forêt aux dépens des hommes un peu, ça vous l'expliquez bien, et puis quelquefois l'homme au profit de la forêt. Non, tout ce que vous avez fait, ce que vous dites, et cette histoire des Landes, de déconstruire cette image que l'on a encore une fois, de quelque chose d'un peu unique et homogène, elle est très importante et elle se trouve d'abord dans l'histoire. Et merci en tout cas pour ça, pour tout ce que vous avez fait sur la connaissance et pour la connaissance de ce territoire qu'on réduit un peu, malheureusement, assez souvent à des formes simplificatrices. Merci pour ce que vous avez fait. Merci enfin. Je vais essayer de...